Cette vidéo est utilisée dans le cadre d'une classe inversée de chimie pour présenter les diverses vitamines et leurs propriétés, notamment leur solubilité dans l'eau ou dans la graisse. Vous pouvez mettre sur pause entre les différentes capsules pour pouvoir répondre aux questions qui sont proposées aux élèves. Les vitamines sont des substances organiques sans valeur énergétique, mais pourtant indispensables à l'organisme. Elles jouent un rôle majeur pour le bon fonctionnement de celui-ci. Elles sont apportées en petite quantité par l'alimentation. Certaines vitamines sont liposolubles, tandis que d'autres sont hydrosolubles. Parmi les vitamines liposolubles, il y a les vitamines A, D, E et K. La vitamine F étant en fait les acides gras essentiels, donc qu'on ne compte plus maintenant comme des vitamines puisqu'il s'agit de macronutriments. Et puis, côté vitamines hydrosolubles, nous avons toutes les vitamines B et la vitamine C. L'absorption de ces vitamines est influencée par le mode de préparation de l'aliment. On fera donc attention, par exemple, si on veut absorber les vitamines liposolubles, de rajouter un petit peu d'huile de façon à faciliter la disponibilité de ces vitamines. De même, si on veut extraire un maximum de vitamines hydrosolubles, il ne sera pas pertinent de cuire à l'eau parce qu'une grande quantité de ces vitamines sera perdue avec l'eau jetée. Il sera plus intéressant, par exemple, de cuire à la vapeur. Si on souhaite conserver des légumes qui contiennent de la vitamine C, on devra toutefois les blanchir car la vitamine C peut être dégradée par un processus enzymatique et la chaleur dénature ces enzymes. Certaines de ces vitamines sont sensibles à l'oxydation, par exemple les vitamines A et E. D'autres sont sensibles au pH. La vitamine C, par exemple, supporte mal un environnement basique. Et puis, certaines sont également sensibles à la chaleur, comme par exemple l'acide folique. Les besoins en ces vitamines sont difficiles à évaluer, ça dépend quand même de l'individu, mais malgré tout, on parle d'une dose journalière recommandée et on a certaines valeurs qui peuvent nous indiquer à peu près combien nous avons besoin de ces vitamines. Le point commun des structures liposolubles est ces longues chaînes carbonées avec des liaisons carbone-hydrogène qui sont très faiblement polarisées car la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène n'est que de 0,4. Ces structures peuvent accueillir un hydrogène, ici par exemple et ici par exemple, sans pour autant développer une caractéristique hydrosoluble, puisqu'il n'y a que 2 hydrogènes ici pour une vingtaine de carbone. C'est insuffisant à rendre cette molécule hydrosoluble. La polarité n'est pas suffisante. Dans le cas des molécules qui sont hydrosolubles, comme les vitamines B et C, on remarque qu'il y a toujours des chaînes carbonées avec de l'hydrogène, mais qu'il y a de l'oxygène et des azotes qui apparaissent en plus grande quantité. On a également du soufre. Alors le soufre ne fait pas une liaison avec le carbone qui est très polarisé. L'azote, c'est pas extrêmement polarisé non plus, mais il est susceptible, grâce à sa paire libre, de capter des H+, par exemple, ce qui lui donne quand même des propriétés polaires. Et on remarque que par rapport à la taille de la molécule, on a par exemple ici une molécule qui est beaucoup plus petite, il y a peut-être une dizaine de carbone au maximum, et nous avons 3 oxygènes, ce qui fait que le rapport entre les oxygènes et les carbones est quand même plus important. Les vitamines liposolubles peuvent venir à manquer si on n'en consomme pas suffisamment, mais elles peuvent également être absorbées en trop grande quantité et être stockées dans les graisses. Donc on peut observer des hypovitaminoses comme des hypervitaminoses pour ces vitamines. Les vitamines hydrosolubles, elles se dispersent dans les liquides de l'organisme et ne sont pas stockées. Donc elles sont peu toxiques car si on en surconsomme, eh bien elles vont être évacuées par l'urine. Il faut par contre faire attention car si l'alimentation n'amène pas au moins 50% de l'apport recommandé, on peut très rapidement observer de petites carences. En l'espace d'un mois par exemple, on a les premiers symptômes. La vitamine A, aussi appelée rétinol, est impliquée dans les phénomènes de visio. On la trouve dans les huiles de foie de poisson, dans les œufs ou dans le lait par exemple. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un précurseur de cette vitamine, la provitamine A, qu'on appelle aussi carotène, et qu'on retrouve dans les carottes, les épinards, les tomates, les abricots, les oranges, le paprika, etc.
À noter qu'avec 100 g de laitue, on couvre déjà du coup notre besoin journalier en vitamine A. Et l'intérêt du précurseur, c'est que lui, il est éliminé en cas d'excès, donc il n'y a pas avec lui de risque d'hypervitaminose, ce qui n'est pas le cas par contre si on prend directement de la vitamine A. En cas de carence, on notera en premier lieu une cécité nocturne. La vitamine E regroupe les tocophérols et les tocotriénols. Nous en avons besoin de 15 mg par jour, ce que nous pouvons déjà obtenir avec une portion de 30 g d'huile de colza. La vitamine E participe avec le sélénium à la synthèse des prostaglandines. Les prostaglandines sont des messagers qui sont impliqués dans la douleur, dans la vasodilatation, dans les phénomènes d'inflammation. Une carence est rare, par contre les fumeurs en ont un besoin plus important. Et puis on peut noter également qu'elle a des propriétés antioxydantes, donc elle joue le rôle de réducteur, ce qui est intéressant puisqu'elle élimine les dérivés réactifs de l'oxygène. La vitamine D regroupe les calciférols. On en a besoin de 15 mg par jour et si on est carencé, eh bien on note une fragilité osseuse, une fragilité musculaire, voire si on est en pleine croissance, du rachitisme. Elle contrôle la résorption du calcium et du phosphate et c'est en cela qu'elle est importante dans la formation des os. On la trouve dans les huiles de poisson et la provitamine D2, on la trouve dans les épinards, les champignons, les levures, la provitamine D3 dans les graisses animales, le lait, les mollusques. Il faut savoir que 80% de cette vitamine D est produite par la peau sous l'effet des rayons du soleil. C'est pour cela qu'on conseille de se mettre au soleil au moins 15 minutes par jour, les bras et le visage, en se protégeant si on dépasse ce temps-là, bien entendu. Et c'est à cause du manque de soleil qu'on voit encore des carences aujourd'hui, notamment en hiver. La vitamine K, ou phytoménadione, nous en avons besoin environ 100 mg par jour. Elle s'appelle vitamine K parce qu'elle est notamment impliquée dans le contrôle de la coagulation du sang, qui est s'écrit avec un K en allemand. On la trouve dans les légumes verts, dans les tomates, les œufs, l'huile de colza. Et le manque est assez rare car elle est aussi fournie par les bactéries intestinales. La vitamine C est aussi appelée acide ascorbique. La plupart des végétaux et des animaux sont capables de la synthétiser, mais l'homme n'en est pas capable. On en a besoin de 90 mg par jour. Dans une orange, on trouve à peu près 70 mg. Il faut savoir qu'on pense souvent aux agrumes par rapport à la vitamine C parce que la vitamine C est particulièrement stable en milieu acide et notamment en présence d'acide citrique. Mais on en trouve aussi dans d'autres plantes et dans les pommes de terre par exemple. C'est une molécule qui ne supporte pas bien les milieux neutres ou alcalins. Elle va s'oxyder et donc se dégrader. Et puis, c'est une molécule qui est connue pour être également antioxydante, c'est-à-dire que c'est une molécule réductrice. Il est à noter qu'elle a été découverte en même temps qu'une maladie qu'on appelle le scorbut, qui est une maladie que développaient les marins lorsqu'ils partaient pour de longs trajets et pour lesquels ils avaient à manger uniquement des salaisons, des biscuits, etc., mais pas de fruits. Et la vitamine C se dégrade avec le temps à cause d'un enzyme. Et donc il revenait de ces longs trajets avec des dents déchaussées, avec la peau également abîmée dans le sens où les plaies ne cicatrisaient pas, et puis avec une très grande fatigue. Les vitamines B sont regroupées sous cette même lettre car elles ont en commun de toutes participer au métabolisme des macronutriments, c'est-à-dire des lipides, des glucides, des protéines. Elles sont toutes impliquées en fait dans la production d'énergie de la cellule. La vitamine B1 s'appelle également thiamine, donc comme dit précédemment, elle est impliquée dans le métabolisme énergétique, aussi dans le système cardiovasculaire et nerveux, et également dans la dégradation de l'alcool par le foie, ce qui fait que les alcooliques sont souvent carencés en vitamine B1. On la trouve dans les graines de tournesol, la levure de bière, les céréales complètes, la viande. Et puis, une de ces carences est également historiquement connue puisqu'elle est à l'origine d'une maladie qu'on appelle le beriberi. Beriberi veut dire « je ne peux pas » en singalais, la langue du Sri Lanka. Je ne peux pas, pourquoi? Parce que le beriberi implique une grande fatigue et puis également une insuffisance cardiaque et des troubles nerveux.
La vitamine B3 regroupe deux molécules, la niacine et la nicotinamide. Ce sont des précurseurs du NAD+, et du NADP+, deux coenzymes impliqués dans l'utilisation de l'énergie par la cellule. On les trouve dans la viande, dans les légumineuses. Le manque est assez rare, mais on surveille généralement les alcooliques et les femmes enceintes. Elle est également impliquée dans une maladie, le pélagre, qui est une maladie de la peau qu'on retrouve dans les populations pauvres avec un régime de maïs pour lequel il est en fait assez simple d'améliorer la disponibilité de la vitamine B3 puisque en cuisant le maïs en milieu alcalin, elle devient beaucoup plus absorbable par le corps. La vitamine B9 et la vitamine B12 ont été ici regroupées car contrairement à la vitamine B1 et la vitamine B3 qui déclenchent des maladies qui sont plutôt historiques et auxquelles on n'est plus tellement confronté, pour la vitamine B9 et la vitamine B12, ce sont principalement les deux vitamines pour lesquelles on voit des carences dans nos sociétés. La vitamine B9 correspond à l'acide folique. L'acide folique est un précurseur d'un coenzyme impliqué dans la croissance des cellules et la formation de l'ADN et c'est pourquoi il est important de supplémenter les femmes enceintes pour éviter un risque d'anomalie de la fermeture du tube neuronal qu'on appelle spina bifida. En cas de carence, on peut observer une perte d'appétit et de poids. L'acide folique qui est représenté ici, c'est celui qu'on va retrouver dans les supplémentations. Mais il sera utilisé dans le corps sous la forme de son sel, c'est-à-dire sous la forme de folate. La vitamine B12 est une molécule qui est assez proche de la chlorophylle et qui intègre un cobalt positif. On ne la trouve pas dans les végétaux, on la trouve dans les abats, les œufs, le lait, et puis elle est également fournie par les bactéries intestinales. Généralement, on détecte une carence en cas d'anémie. On va chercher un peu plus loin et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a une carence en B12. C'est une molécule qui est impliquée dans la synthèse de neurotransmetteurs pour le cerveau et qui optimise notamment le fonctionnement de la gaine de myéline qui protège les nerfs. Lorsque on est carencé en vitamine B12, eh bien, on note surtout de la fatigue avec des signes de dépression, de fatigue mentale, de fatigue morale, de fatigue physique, etc. La vitamine B4 s'appelle la choline. Elle est largement présente dans l'alimentation et notamment dans les phosphatidylcholine et la sphingomyéline. On sait que c'est un constituant important des membranes cellulaires. C'est également un précurseur de l'acétylcholine, un neurotransmetteur du système nerveux qui est impliqué dans le processus de la mémoire. On l'en trouve notamment dans les brocolis, les œufs, le foie de bœuf. Les 4 dernières vitamines, on va passer dessus assez rapidement. La vitamine B2, appelée riboflavine, se trouve principalement dans le lait, la viande, les céréales. On note qu'une carence se voit au niveau des commissures des lèvres par des fissures. Et puis, elle est impliquée dans la dégradation des acides aminés, des protéines, des acides gras. On notera que les sportifs ont besoin de plus de riboflavine qu'une personne qui est plutôt sédentaire. La vitamine B5 est un précurseur du coenzyme A qui est important pour le cycle de Krebs, qui sert à l'oxydation des groupes acétyles qui sont issus de la dégradation des glucides, des lipides et des protéines. C'est une vitamine qui est essentielle. Elle ne peut pas être synthétisée par le corps, mais le manque est très rare car elle est très répandue dans l'alimentation. La vitamine B6 est un coenzyme important pour le métabolisme des protéines et pour le système nerveux. Elle joue également un rôle dans la circulation sanguine. À nouveau, la carence est rare car on en trouve dans tous les aliments. Et enfin, la vitamine B8, qui s'appelle vitamine B7 dans certains pays et qu'on appelait anciennement vitamine H, est un coenzyme de la carboxylase, donc un coenzyme impliqué dans la dégradation des protéines. Mais ce coenzyme est aussi important pour le métabolisme des acides gras et des glucides. On la trouve également dans plein d'aliments en petite quantité, et en plus elle est synthétisée par les bactéries intestinales, donc on en manque également rarement. On évoque parfois la vitamine G pour green. Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas d'une molécule, mais d'un conseil. Il a été démontré qu'une petite balade dans la nature, et non pas en milieu citadin, d'1 heure, 1 heure et demie, diminue largement le cortisol. Le cortisol, l'hormone du stress, est bénéfique pour la santé. C'est pourquoi on utilise parfois cette expression de vitamine G.